circulation de bus dits Academia, des bus Transco, dont est promesse du président de la République, les 100 premiers bus devraient être livrés sur les 600, mais jusque-là, les étudiants éprouvent d'énormes difficultés de mobilité et ils revendiquent donc la mise en circulation de ce bus Transco Academia, mais aussi la réouverture de homes fermés depuis 2020. En vue de leur réhabilitation, les étudiants éprouvent également des problèmes de loyer dans les résidences qu'ils prennent en location aux abords de l'université de Kinshasa. Il y a également l'autre revendication, peut-être la revendication majeure, c'est la majoration de frais académiques qui passent, en tout cas selon les classes, aussi des promotions qui ont été doublées. La police et la garde universitaire étaient là pour calmer. On parle de plusieurs blessés, mais aussi des interpellations. Le climat est resté tendu hier au sud de l'université de Kinshasa. Vous l'avez remarqué, ça fait près de 3 jours, hein, dans les stations, les pompes des stations, il y a une sorte d'asphyxie en ce qui concerne le gazole, qui s'est fait de plus en plus rare à la pompe. Les super est au rendez-vous. Vous interrogez ces groupements de professionnels, de distributeurs de produits pétroliers qui redoutent une asphyxie. Ils parlent d'un problème de stock. Et la réunion a eu lieu. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire cette lettre. En tout cas, ils pensent commencer à fermer même les stations de service à partir de 18h, 19h, 20h et 21h. Les bateaux n'ont toujours pas accosté. Didier Boudimbo se bat comme un bon diable dans les bénitiers, mais ça n'arrive toujours pas. On évoque la crise au niveau de l'Ukraine et de la Russie. Kinshasa n'a peut-être pas été prévoyant, n'a pas vu ça venir, et la situation ne va peut-être pas se normaliser avant la fin de cette semaine. Mbosso et Bahati, ils sont prêts à en venir aux mains. Franchement, ce qui se passe, il faut lire les médias. Eric, à ce niveau-là. Je suis obligé d'interrompre les sommaires de cette émission. Des invités sur ce plateau de kiosque. Eric Izami, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Kabongo, bonjour chers téléspectateurs. Qu'est-ce qui vous fait rire? Le fait que vous dites que non, le président Mbosso d'un côté, le président Bahati de l'autre veulent en venir aux mains à leur niveau là. Ils sont au niveau protocolaire, deuxième personnalité du pays, tu te rends compte qu'ils s'y mettent à vouloir en venir aux mains. C'est ce qui m'a fait quand même rire. Mais il faut voir ces échanges. Ils n'en sont pas à ces points-là. Il faut voir ces échanges épistolaires entre les deux présidents par rapport à cette question. La politique, c'est pas un jeu d'enfant de cœur, hein. Et puis bon, dans la politique, généralement, lorsque vous êtes tombé par terre, on vous enterre. Très bien. Il faut faire très attention. Vous tombez par terre, on vous enterre. Merci à vous, bienvenue cher Eric. Hein. Merci Serge Kabongo. Est-ce que vous avez appris cette triste nouvelle hier? On apprend que Emeli Alias et Fally Ipupa en sont venus aux mains. Ah voilà. Autant que les musiciens et chanteurs ont donné de la voix pour cimenter la réconciliation, le vivre ensemble dans Wenge Music à 25 ans après, autant ils reviennent encore dans de mauvaises habitudes. Bon, on va prendre le bon côté. Hein. Moi, je ne sais pas si ils ont eu quel problème avant pour en arriver jusqu'à ce point-là. Ce sont des adultes, des parents. Eh bien, nous leur conseillons juste de faire promouvoir quand même la paix. Il vaut mieux vivre en paix. Et Mengoy Moukena est parti, hein, l'ancien ministre de la Défense. Parce que justement, rien ne demeure. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, nous finissons toujours par nous en aller. Alors vivons bien. Et c'est possible que nous vivons en frères. C'est à la fin de ces assises sur la réconciliation entre Katangé. Oui. Oui. Et il s'en est allé. Ça s'est terminé très mal. Ben, les assises. Non, à la place de jubiler sur les recommandations, mais c'est la triste nouvelle qui arrive. Ah ben, la mort est inhérente à la vie humaine. Hein. Nous finissons toujours par nous en aller. C'est comme ça qu'il faut toujours faire du bien, comme pour vouloir, ou comme pour adhérer dans la lignée de ceux qui vont vivre au-delà de leur temps imparti. Il y a eu des gens, je prends le cas de Nelson Mandela. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons de Nelson Mandela. Et je me suis souvenu là, on a même fêté ses 100 ans. Alors qu'il est déjà décédé, lui était mort en 95 ans. Alors pourquoi est-ce qu'on célèbre sa naissance jusqu'au-delà de sa vie naturelle sur Terre? Justement parce qu'il a apporté un petit quelque chose qui était des positifs. Voilà, Jésus n'avait pas acheté des maisons sur Terre, hein, mais on parle de lui. Pourquoi? Parce qu'il était dans le bien. Patrick Yalé, bonjour.
Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Hein. Merci. Un bref séjour en Angola. Justement, on va parler de ces produits pétroliers. Je faisais mon sommaire, je n'ai pas compris. Et Eric et vous, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas en venir au même, mais c'est peut-être l'image que nous allons voir dans les jours à venir entre la délégation, l'intersyndicale de la RTNC et le ministre Mouyaya, des échanges épistolaires. Je prends d'abord le soin de te féliciter, chose que je n'ai pas eu l'occasion de faire, pour ton élévation au titre de directeur. C'est quelque chose que vous méritez. Il y a longtemps que j'attendais ça. J'espère aussi que l'autre fonction que vous attendez ne tardera plus à venir. J'allais dire amen. Vous savez de quoi on parle. Voilà. Merci. Non, ce quiproquo qu'il y a à la RTNC, moi, m'a laissé sans voix. M'a laissé sans voix parce que, justement, on reproche à Mouyaya, au ministre Mouyaya, d'avoir instauré 2 émissions dans la grille du programme. Mais lesquelles émissions sont les émissions actuellement les plus suivies? Les émissions phares. Hein. Les émissions les plus suivies. Oui. J'ai l'habitude d'assister au briefing de presse, je prends rarement la parole, mais le jour où j'ai pris la parole, j'ai eu des appels venant de presque... De Boende. Je dirais de partout. Je ne savais pas, je ne soupçonnais pas que cette émission était autant suivie. C'est l'une de rares fois où il y a les amis de mon père, il y a les gens avec qui j'ai étudié à longtemps, qui m'ont écrit, qui m'ont appelé. Mais il y a quelques, je dirais, réfractaires, récalcitrants, des personnes qui veulent rester dans le Moyen-Âge. Les statu quo. Voilà. Qui ont fait des griefs, et des griefs assez farfelus. Parce qu'on dit que les 2 émissions prennent 70% de temps d'antenne. Alors que la RTNC, qui ne diffuse que de 6h à minuit, les 2 émissions visées n'ont une durée de pas plus d'1h30, si beaucoup 2 heures. Mais ce sont des émissions du gouvernement qui communiquent à bon escient pour le gouvernement. Et la RTNC est un instrument du gouvernement. Cette émission redevabilité que j'ai eu le plaisir de suivre et même d'y participer à une séance, mais elle est faite et tenue par les agents de la RTNC. Sauf que de temps en temps, on invite des intervieweurs venus d'autres chaînes privées. D'ailleurs... Une autre façon d'ailleurs de faire le vivre ensemble. Ah mais d'ailleurs, j'en profite. Ce n'est pas parce que vous êtes là. Je suis, je dirais, médusé que vous n'ayez pas participé à ces séances d'interview. Ce n'est pas pour vous flatter. Vous êtes parmi le must intervieweurs. Je ne le dis pas aujourd'hui. Vous le savez que je l'ai déjà dit. Oui. Donc j'en profite aussi pour lancer un appel aux concepteurs de cette émission qui a bonne presse de songer aussi à vous y joindre. Mais je rappelle et je répète que la structure de l'émission est composée par les gens de la RTNC et c'est eux qui en tirent les lauriers parce que ces émissions, tant briefing que redevabilité, c'est des émissions très suivies. Et l'audimat, c'est la RTNC qui en bénéficie. Mais c'est la RTNC qui en bénéficie. Je ne comprends pas le procès que l'on fait là à M. Mouyaya. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais sur ce point-là, bon sang, permettez-moi l'expression, c'est vraiment de la méchanceté gratuite. Très bien. Allez, on va se limiter là. Un plateau 100% Grand Équateur aujourd'hui. Je n'ai pas fort osé pour le confirmer. Et allez, Kabé à ma droite, Eric Izami, Boanzale, Mongali Kita à ma gauche, Serge Kabongo, malheureusement, un nom kassayen de l'Équateur. Ça, c'est un plateau 100% Équateur. Franchement, les Cataniens ont fait leur messe, laissez-nous aussi faire la nôtre aujourd'hui sur ce plateau. Allez, on va aller à l'université de Kinshasa. Mon frère. Tension, hein, tendue hier, je crois 2 ou 3 revendications. D'abord, la mise en place de ce bus Transco Academia. Commence à traîner pendant que le ministre a fait la livraison officielle, promesse ou don du président de la République, et le Premier ministre aussi était au four et au moulin. On dit aussi qu'il faut réouvrir les homes fermés depuis 2020. Pourquoi ces homes déjà réhabilités, on ne veut pas les réouvrir? Et puis 3, il y a un problème de majoration des frais ou des prix des frais académiques. Les revendications des étudiants sont toutes légitimes, mais moi j'aimerais m'appesantir sur
quelque chose que je trouve assez récurrent et qu'il faille corriger au plus vite. C'est l'incapacité de notre police à contrôler les mouvements revendicatoires. Je me demande pourquoi, même quand il n'y a pas, je dirais, violence manifeste, ces genres de revendications se soldent toujours par des casses, par des blessures. Il faut vraiment trouver les voies et moyens pour que de telles réclamations ne finissent pas comme on a eu à l'entendre. C'est quelque chose d'assez répugnant. Des étudiants qui réclament le bon droit, parce que, disons-le, ces bus-là, c'est quelque chose, c'est une initiative louable, et les étudiants, ils ont eu à applaudir de demain. D'applaudir de demain. Quoi de plus normal que de vouloir voir cette matérialisation qui traîne. Donc, ce ne sont pas des réclamations à caractère politique, c'est des réclamations de bon droit. Il faille que la police ait, je dirais, les atouts nécessaires pour encadrer paisiblement ces genres de revendications. Sur les revendications, je ne peux qu'encourager les étudiants à user de leurs droits pacifiquement pour réclamer ce qui est de droit. Il y a un problème, parce que les homes là qui ont été réhabilités, pourquoi ne pas réouvrir ce home? Parce qu'il y a des étudiants qui quittent chez moi à Kabia Kamanga, qui quittent chez vous à Bukavu pour venir ici, mais qui sont en difficulté de payer le loyer. Même si vous n'avez pas de loyer aux abords de l'Unikin, mais vous allez par exemple prendre des petites résidences du côté même des Massina, mais vous n'avez pas de bus pour faciliter la mobilité. Justement, ça, les autorités doivent prioriser quand même. Alors, pourquoi on les avait réhabilités? Si tant est qu'il y avait une autre brèche que l'on nous a fait parvenir ici, disant que non, lors de 9e Jeux africains, 9e Jeux de la francophonie plutôt, on va loger des gens. Peut-être par rapport à ça. Mais on nous a encore une fois accordé du temps pour pouvoir créer des infrastructures qui pourront accueillir du monde qui viendra par rapport à ce rendez-vous sportif ou de la francophonie. Mais moi, je crois que c'est quand même à prioriser. Il faut donner aux étudiants la latitude de pouvoir habiter le home comme pour qu'ils soient proches de leurs auditoires et qu'ils apprennent. Vous savez, les autres qui nous entourent, nous avons 9 pays limitrophes. Et dans ces 9 pays-là, remarque bien, ils sont en train vraiment de s'appesantir à former leur jeunesse. Ah oui. Et en formant la jeunesse, c'est alors qu'ils seront à pouvoir apporter des solutions aux préoccupations qui se posent dans leurs différentes communautés. Nous ici, je prends un cas, juste un cas. Nous sommes réputés dans le territoire des Manono, nous sommes dans la province de Tanganyika, à avoir les lithiums à foison. Mais combien de gens, de nos jeunes gens congolais, avons-nous déjà formés pour justement gérer ces minerais, je dirais minerais stratégiques? Combien avons-nous déjà formés? Même dans 10 ans ou dans 5 ans. Nous traînons le pas. Donc, chères autorités, vous qui êtes au niveau de l'UNIKIN, même au-delà, au niveau du ministère de l'ESU, enseignement supérieur et universitaire, voyez dans quelle mesure vous pouvez ouvrir pour que les amis puissent aller aux études et véritablement. On pouvait éviter ce qui est arrivé hier au site. Oui, ça tient toujours à la formation. Je prends ici le cas de notre propre métier, le journalisme. Nous avons été à l'école, c'est vrai, mais nous n'arrêtons pas pour autant à suivre des séminaires pour nous mettre au jour, au pas, pour suivre ce qu'il y a comme évolution. Pareil avec les policiers, parce que notre population ne fait que croître. Kinshasa, qui avait été créé autrefois pour 200 000 habitants, aujourd'hui nous comptons près de 13 millions d'âmes. 13 millions, ça te fait, pour ici nos pays, c'est les Zimbabwe, tous les Zimbabwe entiers, c'est toute la Côte d'Ivoire entière, et si nous allons ailleurs, c'est toute la Belgique. Eric, ce n'est pas rien. Donc, les infrastructures n'ont pas suivi pendant que la population ne fait que croître, et les autorités doivent répondre à cet Patrick, est-ce que le problème, ce n'est pas la communication? On n'a pas donné assez d'informations ou un minimum d'informations, maximum d'informations aux étudiants, aux concernés. Parce que concernant, par exemple, les frais académiques, je crois que c'est un problème interne à l'organisation de l'université. C'est vrai que l'État, avec le ministère, a un mot à dire, mais il y a quand même une coordination incidentine qui est aussi invitée à participer quand il faut majorer les prix. Ça peut se traiter à l'interne. Mais en ce qui concerne les deux aspects des revendications, l'aspect bis academia et l'aspect réouverture de home, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas suffisamment expliqué aux étudiants pourquoi ça traîne et ça va se régler quand.
Je demande aux ministres concernés, M. Okende et M. Moïndo Nzangi, de prendre leurs responsabilités. Parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Au besoin, on peut, là je lance un appel aux organisateurs de briefing presse. Voilà encore une occasion. Un bon sujet à débattre. Un bon sujet à débattre. Invitez-nous, M. Okende, qui est en charge de transport et communication de manière directe. C'est lui le répondant à cette affaire de bus Academia. Ce n'est pas le chef de l'État. De même pour M. Moïndo Nzangi, on se fera une joie, nous chevaliers de la presse, de poser les questions et les réponses qui y sortiront pourront éclairer la lanterne des uns et des autres. Très bien. Et je crois que c'est l'attente qui a beaucoup trop perduré et qui a fait que la montée de la colère a commencé à s'allumer jusqu'à atteindre ces niveaux-là aussi. Moi, je crois que c'est vrai. Le ministre doit venir pour éclairer. Permettez, s'agissant de M. Okende, je vais faire une digression. Il n'y a pas que l'affaire de Bus Roscoe. Il y a aussi les puneuses affaires de cette nouvelle compagnie Air Congo. Nous avons besoin de comprendre. On en est où? Qu'est-ce qui ne va pas avec Congo Airways? Donc, il est, je pense, plus qu'opportun que les deux ministres issus du parti Ensemble soient face à la presse pour nous expliquer quelles sont les vicissitudes que rencontrent les différents projets. Très bien. D'ailleurs, parlant de Air Congo, est-ce la compagnie d'en face, chez nos frères voisins, Congo-Brazzaville, est-ce que c'est pas aussi que Air Congo, ça ne va pas créer l'équivocité des termes? Je crois qu'on devra quand même rester dans notre Congo Airways, qui sait, pour avancer. Mais je crois qu'il est de bon aloi que l'on fasse venir les deux ministres pour qu'ils nous expliquent. Mais je crois aussi, puisque je l'ai dit ici tantôt, le manque d'explication a fait que la colère est allumée. Il faudra qu'à l'avenir, nous puissions éviter ces genres d'activités sur les sites universitaires. Justement, il faut vraiment éviter. Et tout ça, je crois que les autorités doivent mûrir une affaire avant de la porter au grand public. Je crois qu'ils auraient pu mettre beaucoup de temps pour mûrir cette histoire d'académia jusqu'à ce que ça pourra vraiment être lancé. On voit venir les bus pour prendre les étudiants, pour les amener au niveau du site universitaire. C'est alors qu'on en parlerait plutôt que d'organiser de grandes manifestations avec pompe et puis après, on ne voit toujours pas venir les bus. Pareil avec ce qui s'est passé au niveau de Banana. J'en conviens, hein, c'est un projet, un vaste projet pour la construction du port en eau profonde qu'on a attendu depuis des années. Mais je crois que moi, je suis de ceux qui s'alignent par rapport à cette réalité, qui voudrait que le chef de l'État ne soit invité que lorsque la chose existe. Voilà. Venir poser la première pierre et puis la chose n'existe pas encore, mais ensuite va se suivre plusieurs problèmes. X avait donné de l'argent au chef coutumier, Y n'avait pas pu donner, pendant que l'infrastructure en réalité n'existe pas. Il semble qu'on qu'on a même volé la pierre là que les chefs avaient. On a cassé parce qu'en réalité. On a cassé ça ou bien on a volé. Oui, justement, on a vu aussi une autre manifestation autrefois de la construction de l'aéroport, je crois du côté de l'aéroport d'Ndjili. Oui. Avec pompe, mais bon, la chose n'existe pas encore. Mais pourquoi faire venir le chef de l'État, le garant des institutions, le papa de la nation? Non, je crois que désormais, pour moi, il vaudrait mieux que on se dit, on va construire une école. On ne pose pas la première pierre, on construit d'abord l'école. Lorsque l'école est finie, on fait venir le chef de l'État, il vient maintenant inaugurer. Et ça fera une beauté parce qu'au moins la chose existe, nous pouvons jouir de ça. C'est ce qui nous a tué un peu avec cette histoire de l'académie. Il faut en appeler maintenant au calme pour que les étudiants rentrent chez eux. Absolument. Pour emboîter le pas à ce que dit Eric, la difficulté dans ça, c'est la politique de l'immédiateté, la consommation immédiate. C'est-à-dire, tenant compte du bilan qu'on doit présenter, les dirigeants ont envie de montrer à la population que nous sommes en train de travailler. Mais c'est une communication à double tranchante. Parce que, évidemment, comme vous l'avez dit... Ça peut tourner mal contre vous en cas de non-réalisation. Il y a je dirais, des projets qui sont inaugurés sans lendemain. Mais la difficulté, c'est laquelle? Il y a des édifices, il y a des projets qu'on peut commencer aujourd'hui, mais qui pourront se terminer au-delà de 2023. Mais comme la population a soif de voir se matérialiser certaines choses, c'est ça qui amène nos dirigeants à aller ça et là pour montrer qu'ils sont en train de travailler. Voyez-vous, c'est
une équation difficile. Mais je suis d'avis qu'il ne faut pas se laisser entraîner. Il ne faut pas se laisser entraîner par l'envie, la soif de l'immédiateté de la population. Non. Parce que s'il vous plaît, je vous retire la parole. Je vais vous donner un exemple, parce que là, vous êtes plus dans les critiques, mais je vais vous donner un exemple. Non, on est dans l'observation. Dans l'observation. Je vois ici, en face du Palais du Peuple, le président s'est déplacé pour la pose de la première pierre de cet édifice qui va être en face du Palais du Peuple. Oui, mais si vous passez aujourd'hui par là, la coopération chinoise, oui. Vous allez voir que ça pousse. Oui, ça pousse, oui. Ça pousse. Un bel exemple. Mais c'est que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il faut trouver un juste équilibre. Voilà. Entre mais dis-moi là, il y a eu l'assemblage de tout et le jour où le chef vient, les travaux commencent. Je préfère. Mais vous dites il n'y a pas assemblage, il n'y a rien, les histoires restent encore aux Émirats Arabes Unis. Vous demandez au chef de venir poser la première pierre. Non. Faites venir le chef lorsque c'est déjà prêt. Je prends un autre cas. Nous allons accueillir bientôt, ici à Kinshasa et même au niveau de Goma, le pape François qui sera chez nous. L'on m'apprend et nous apprenons que la messe qui sera dite par le pape sera ici, à l'aérodrome d'Endolo. Or, j'observe Kinshasa, la porte d'entrée qui mène nos populations qui sont dans la partie orientale de la capitale, la Tchango par exemple, c'est l'avenue Bokassa, qu'on a rebaptisé sous le nom de Lombo Makiadi. Vers le prolongement de Lumumba. Détérioré. Si les chrétiens et les officiels doivent venir à cette messe-là, ils vont entrer par où? Par poids lourd? Non. Peut-être les autorités hautement placées. Mais nous, population lambda, nous viendrons par Bokassa. Mais Bokassa aujourd'hui se meurt. Et on ne fait rien. Mais le rendez-vous avec le pape, c'est au mois de juillet. Ce n'est pas la même avenue Bokassa qui a été réhabilitée aussitôt Fatia. Si, mais il y a aussi des réalités qui font que chez nous, lorsqu'on a réhabilité... Une route réhabilitée à peine 3 ans, mais oui, ça se détériore. Pourquoi? Parce que justement, on ne fait pas bien le travail de manière sérieuse. Je prends un autre cas. Et ça, c'était fait quand on était encore de gosses. Hein. On se disperse un peu de notre thème. Hein. On se disperse. Merci beaucoup. C'était juste pour appeler les autorités à pouvoir faire venir le chef de l'État lorsque la chose existe déjà. Très bien, mais il y a des services qui sont là pour faire aussi ce travail et dire au chef, vous pouvez venir et on se laisse vous ne pouvez pas venir. Je rappelle que dans cette promesse, il y a eu 600 bus qui devraient être disponibilisés et le gouvernement avait promis de pouvoir disponibiliser d'abord pour un premier lot de 100 bus. Jusqu'aujourd'hui, ça n'arrive pas. On espère qu'après ces manifestations soldées par de bains de sang et des interpellations des manifestants, le gouvernement va pouvoir travailler d'arrache-pied pour rapidement résoudre ces problèmes. Mbosso et Bahati, plus rien ne va entre ces deux chefs de corps. Mbosso qui ne comprend pas et désapprouve l'attitude paix démocratique. Ça ne vient pas de moi, hein, ça vient de la lettre qu'il a adressée hier à Bahati Lukwebo. Bahati qui aurait bloqué, selon Mbosso, d'abord les communiqués et la décision relative à la convocation du Congrès, le Congrès qui devrait intervenir le lundi, hier, 23. C'est pas quand même des bonnes attitudes comme ça, hein, les chefs de corps qui bloquent la décision. Je me souviens d'une phrase qui m'a quand même... Il y a plus de collaboration interinstitutionnelle. Ça fait pas beau. Ça fait pas beau comme spectacle. Vous savez, j'avais suivi une fois un sénateur, aujourd'hui député national, qui disait, à chaque fois lorsque vous, chef de corps, vous passez devant l'opinion nationale pour prendre la parole, il faudrait toujours nous rassurer. Ils occupent des postes prestigieux. L'un est président de l'Assemblée nationale, l'autre est président du Sénat. Et dans plusieurs pays du monde, lorsque le chef de l'État est dans l'incapacité de pouvoir gérer, c'est l'un et l'autre qui pense. Chez nous, c'est le Sénat qui doit prendre. Oui. Mais ici, il faudrait que l'on suive la logique. Le Parlement a droit à pouvoir envoyer 3 juges constitutionnels venant du Parlement, dont 2 devront venir de l'Assemblée nationale et puis l'un du Sénat. Mais ici, les 2 qui avaient été choisis sous le président Mina Koundjala-Ndjoko comme président de l'Assemblée nationale sont encore au niveau de la Cour constitutionnelle. Il s'agit de M. Mavungu et François Bokona. Mais c'est lui qui était venu du Sénat, Mongulu Tapangane Polycarpe, qui hélas venait de s'en aller, il est mort, paix à son âme. C'est lui qui avait été envoyé pour le compte du Sénat. Et c'est lui qui est décédé fin avril. Mais il est de bonne loi que l'on puisse remplacer celui-là qui viendra du Sénat. Et le Sénat, c'est pas pour prendre le parti, mais je suis en train de relater la vérité, parce que j'ai quand même couvert toute la législature où King Wadon était président du Sénat. Maintenant là, il y a eu une plénière officielle qui a été organisée au niveau du Sénat. Il en a jeté un dévolu sur M. Mbonga et Mbanda, lui,
qui a été autrefois gouverneur de la Mongala. Et puis, entériné, il y a des lettres qui ont été écrites. Et puis, il y a même une date qui a été fixée par rapport au Congrès. Tambour battant, nous, au niveau de médias, on a annoncé que le lundi 23... Il y a même une réunion conjointe entre les deux bureaux. Il y a même une rencontre des sénateurs avec le chef de l'État. Il y a eu une rencontre la semaine dernière avec le chef de l'État. Alors, la veille, on apprend que non, Mbosso, qui est président de l'Assemblée nationale, voudrait lui aussi envoyer. Auquel cas, si ça serait lui qui enverrait quelqu'un d'autre là-bas, on aura 3 juges constitutionnels qui seraient venus de l'Assemblée nationale et le Sénat n'aura personne. C'est là où ça casse. La logique voudrait que ce soit le Sénat qui puisse envoyer. Et moi, j'ai même une lettre ici signée par le vieux Mokolo Ampombo, Edouard, qui quand même a été premier vice-président du Sénat, sous Kenwa Dondo. Il faut authentifier la lettre aussi. Hein. J'ai vu une déclaration de ce regroupement qu'on appelle REPEC, Regroupement des parlementaires de l'Équateur. Oui. Ils se sont réunis, députés, certains sénateurs. Ils ont jeté leur dévolu sur un autre qui est, lui, Léon Mondolé. Bon, c'est comme ça que je suis en train de dire. Par rapport à la logique, ça viendrait du Sénat. Mais quant à la personne à désigner, ça sera au sénateur de pouvoir s'entendre pour proposer quelqu'un. Mais il ne faudrait pas que l'on nous fasse croire ici que maintenant, encore une fois, c'est l'Assemblée nationale, ça dérange. Est-ce qu'on peut vraiment se quereller pour l'envoi de... Alors, justement, viendra l'idée selon laquelle vous voudrez tenir la maison cour constitutionnelle, auquel cas vous allez encore davantage rajouter au discrédit, et encore, ça ne va pas. Ça devrait, on l'a dit ici, c'est la plus haute instance judiciaire du pays. Il faut garder ou sauvegarder son prestige, son côté prestige. Mbosso dit ceci, la résolution du Sénat sur la désignation de ses membres viole l'article 158 de la Constitution, mais aussi l'article 42 du règlement intérieur du Congrès. Donc, Bahati, il retient cette décision et le communiqué conjoint relatif à la convocation du Congrès, d'où toute la désapprobation de Mbosso, et qui estime que c'est vraiment des pratiques non républicaines. J'aurais aimé que l'on disposât de la Constitution pour qu'on lisît cet article et qu'on se donnât nous-mêmes une interprétation. Voilà. Parce que là... mais quand j'entends Eric expliquer de fort belle manière la procédure qui devrait y avoir lieu, je n'ai même pas besoin de lire cet article pour comprendre que M. Mbosso est dans une démarche, je dirais, bolchevique, si vous me permettez l'expression. Parce que il faut ici rappeler que M. Mbosso et M. Bahati, tous deux membres du présidium de l'UCN, ne sont pas à leur première bisbille. Vous vous souviendrez de la querelle que les deux personnalités ont eue autour du défenestrement du ministre de l'économie. Oui. Et je pense que cette situation n'est pas encore cicatrisée. Parce que M. Bahati reproche, pas à tort, à raison, la façon dont la plénière ayant amené à la déséance de M. Le ministre de l'économie s'est faite. Il n'y a pas eu, je dirais, il n'y a pas eu respect de la procédure. Ils sortent de cette bisbille, comme je le disais, lorsque ça laissait des traces, mais revoici encore les deux s'élancer de manière ostentatoire dans une querelle de clochers qui n'honorent pas leurs fonctions, les institutions dont ils sont représentants. Non, l'installation de la Cour est maintenant bloquée. Ah oui. Mais sur ce point, je demanderai à M. Mbosso de faire preuve d'élégance républicaine. Alors, je vous arrête. J'ai fait un petit commentaire, un petit développement particulier. Parce que oui. La politique... Attendez. Oui, allez-y. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, le choix de celui qui doit être appointé pour siéger à la Cour, c'est le quota du Sénat. C'est le quota du Sénat. C'est une affaire, je dirais normalement, purement réservée au Sénat. Mais cette histoire, qui est une énième histoire, nous démontre à suffisance les proximités,
l'infirmité de notre arsenal juridique. Au-delà de ça, je pense qu'il faille rendre limpide, rendre potable les articles de la Constitution. Mais écoutez, parce qu'on s'y perd. On dit que les membres doivent venir de la plénière du Sénat, mais on n'a pas dit que les membres doivent être membres du parti politique du président du Sénat. C'est ce qu'on reproche, entre autres, à Bahati. On sait que ce sénateur, il est d'abord élu de Bahati, et Bahati vient... Mais ce reproche, ce n'est pas à Mbosso de le faire. Ce reproche à la plénière du Sénat. À la plénière du Sénat. Alors, réfléchissons maintenant à haute voix. Réfléchissons politique. Merci beaucoup. Je ne vois pas, moi je ne vois pas le poids des Mbosso et le poids des Mbosso. Je ne vois pas Mbosso seul s'opposer ou faire barrage à Bahati. Voilà. Et ne pas pouvoir avancer son pion. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est quoi, cher Eyalé et cher Eric? Chacun de ses dirigeants veut avoir son pion, veut avoir le contrôle, veut avoir un œil au niveau de la Cour. Ce qui est de bonne guerre. Si ce n'est pas au niveau de la Cour, au niveau de la CENI. Mais il y a des autres qui estiment que Bahati est un peu trop glouton. Il va faire du chantage probablement. Il va faire chanter le président de la République qui sera élu ou qui sera réélu demain. Il va avoir beaucoup de députés et pour demander un grand poste comme le Premier ministre. Et pour terminer, c'est des analyses, nous faisons des projections, ça peut ou ne pas tenir. On dit il ne faudrait pas que quelqu'un comme Bahati ou quelqu'un qui n'est pas anodin de sainteté au sein de la coalition, il va être trop exigeant, puisse être au courant indirectement de certaines délibérations au niveau de la Cour. Et surtout que c'est lui qui veut envoyer la base, c'est un membre de son parti. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ne soyons pas aussi, je dirais, naïfs. On est en politique et allez. Tout justement, la politique, ce n'est pas l'armée du salut. Vous voulez demander à M. Bahati de se comporter comme un religieux. Alors que même les religieux ne sont plus au milieu du village. Il n'est pas un agneau non plus. Ah, absolument. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas demander à un politicien qui a les atouts pour peser, de dire non, je ne vais pas me servir de mes atouts, je vais laisser faire, je vais laisser que d'autres personnalités aient de l'influence politiquement. Et moi, je veux regarder venir. Non, c'est un mauvais procès. C'est un mauvais procès. Quand on fait de la politique, on le fait entre autres pour exercer l'influence. Qui est derrière Mbosso? Ah, difficile à dire. Non, il se peut que Mbosso soit lui-même derrière Mbosso. Est-ce que ce n'est pas un dérèglement ou un dysfonctionnement au sein même du président de l'Union sacrée? Non, c'est juste ce que l'on peut dire une guerre de positionnement, une guerre d'influence. Mais qui détruit un peu l'ossature de leur union sacrée. Parce qu'il faut Absolument. quand même nous rassurer. La population voudrait voir des gens qui rassurent. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait un équilibre entre la caporalisation que nous avons connue sous Kabila, où les gens obéissaient au doigt et à l'œil à ce que disait M. Néhémie. Parfois même, ça ne venait pas du guide suprême, c'était lui-même qui donnait les orientations, qui venait de sa propre lecture des faits. Un juste milieu entre cette façon de faire et une démocrature, une démocratie qui outrepasse même le bon sens des normes. Parce que là, c'est ce à quoi nous assistons, nous ne sommes pas prêts à ça. La République n'est pas prête à ce genre de spectacle. Pas du tout. Alors, Bahati, ça sent, c'est quoi il s'obstine, c'est comme s'il a un intérêt personnel d'avoir un juge à la Cour constitutionnelle. Mais regardez-moi maintenant, quel est le message que vous envoyez aux autres partenaires, aux autres partis qui viendront compétir lors des prochaines élections? Donc, Kabila a ses juges, Bahati veut en avoir aussi, Mbosso veut en avoir, mais dans tout ça là... Et une question va se poser, où est-ce qu'on met les intérêts de la République? Oui, au sein du président... Pardon, Serge. C'est l'image que ça Pardon, Serge, ne soyons pas naïfs. J'espère que vous avez suivi la dernière information qui se passe aux États-Unis, où des juges veulent revoir l'IVG, c'est-à-dire le droit, voilà, à l'avortement. Mais ces juges-là, ils ont été nommés par qui? Par l'ancien président qui est parti, le troublion, comment il s'appelle encore? Donald Trump. Donald Trump. Mais Donald Trump a pris soin de placer des juges qui répondraient ou qui répondent actuellement à ses idées.
Eric, les amis, Ben, moi, je suis... réfléchissons politique. Qui est derrière Mbosso? Est-ce que la solution viendrait par une réunion au sein du présidium de la MOCA et de l'Union Sacrée? Et de deux, au sein de l'Union Sacrée, il n'y a pas que Mbosso, il n'y a pas que Bahati. Pourquoi le silence de Bemba? Pourquoi et comment vous interprétez ça? Lui n'est pas concerné à avoir un membre de la Cour, et puis lui n'est pas trop cité dans les histoires des réclamations des ministères, réclamations des entreprises. Je ne comprends pas vraiment ce silence de Bemba. Il y a une difficulté par rapport au fait que... N'ayez pas peur de parler de lui, même si vous êtes dans sa chaîne. Chez les gars, là, on se dit des vérités pour avancer. Voilà. Et Waka. Voilà. Alors, il y a une difficulté par rapport au fait que c'est pas faux que le vieux Bahati pèse réellement avec autant de députés, avec autant de sénateurs. C'est là où ça casse un peu. Mais en réalité, c'est juste des velléités pour pouvoir un peu ralentir ses ardeurs. Ouais. On dit, mais non, lui, quand, on l'a vu, non? On lui a privé le poste de présidence au niveau du Sénat et on a vu ce que ça donnait par la suite. Il a fini par l'avoir parce que justement, il avait un argument de taille. On dit c'est un téméraire. Quand il veut une chose, Bahati, il arrive toujours. Ça me ressemble Mobutu qui avait dit ça. Moi non, yo Bahati, ce qui a lingué loco, oh là la pomité. Oui, c'est ça la difficulté. Ouais. Alors les autres qui peuvent lui dire non, là il faudrait, non pas le poids que lui a. C'est là où ils sont en difficulté de pouvoir le plier. Et lui aussi, bon, il se sert un peu comme a dit Ali tout à l'heure. Il ne peut pas ne pas se servir de ce qu'il a comme argument. C'est la politique. Je disais tantôt ici que quand tu es par terre, on t'enterre. Et là, il est vraiment sur son élément, il avance. Et surtout, il a raison. Alors, je vais un peu chanter comme vous avez appris à l'école. On verra qui gagnera. Qui de Mbosso et de Bahati va l'emporter. Entre-temps, nous, notre souci ici, à toi, c'est la République. Mais si on s'en tient maintenant aux dispositions... Les temps passent. Si et le temps ne nous attend pas. Apparemment, Mbosso veut amener Bahati dans un terrain où Bahati sera perdant, du genre on applique les règlements intérieurs du Congrès, ça va passer par les votes parce que c'est la plénière du Congrès qui est souveraine. Et en cas de vote, comme l'article 40 du règlement dit, en cas de vote sur les personnes et qu'il n'y a pas consensus, je crains fort que l'Assemblée puisse l'emporter. Encore faut-il déjà se mettre d'accord sur le consensus pour faire appeler à ces congrès-là, parce qu'on a vu que ça a été capoté à la veille. Mais pourquoi Bahati bloque alors la décision? Il le garde chez lui. Il dit qu'il a ça dans sa mallette et lui-même se promène avec. Bahati? Oui. C'est dans la lettre de Mbosso. Encore faut-il le prouver. Parce qu'ici, on a un autre témoin qui, lui, semble être, à mon avis, neutre. Il vous dit, voici historiquement comment est-ce que les choses se sont déroulées. Et le vieux Kengo est là, avec nous encore. Et le vieux Mokolo. Ils ne peuvent pas, à leur âge et du haut de leur expérience, comme ça, raconter des balivernes. Il s'agit de la République. Si je comprends bien, l'enjeu se joue ailleurs. Hein. Ah ben, tu l'as dit. Et bah, tu vois ça venir aussi. Oui, oui. En politique. Exactement. Oui. Oui. Et il ne veut pas se laisser faire. Voyons voir comment ça va se passer. Mais dans l'entretemps, il n'y aura pas congrès. Est-ce que l'arbitrage viendra du président, les patrons de l'Union Sacrée? On attend, parce qu'en réalité, c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et là, la machine est en train de gripper. Mais la question... Maintenant aussi, c'est son rôle à lui que de pouvoir rassurer. C'est toujours le cas. On revient sur le mot. Il doit nous rassurer. Alors, j'ai une question à nous poser, à nous tous. Quand on dit il doit venir de la plénière de l'Assemblée ou de la plénière du Sénat, est-ce que ça veut dire explicitement que la personne doit être proche du président de l'Assemblée ou proche du Sénat? Vous pouvez, par exemple, si vous dites que les parlementaires de l'Équateur, qui sont au sein du REPEC, les réseaux des parlementaires de l'Équateur, plus de 100 députés et sénateurs, 60 députés, 62 députés et peut-être 20 sénateurs, s'ils se disent, bon, entre nous, parce que c'est le quota du Grand Équateur, les Sénats, nous te proposons tel candidat que nous, parlementaires de l'Équateur, à majorité, nous avons accepté. Pourquoi ne pas accepter ça? Parce que c'est le quota de l'Équateur. Non. C'est une autre question. Non. Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est le quota de l'Équateur? Oui, c'est le quota de l'Équateur. C'est inscrit où? C'est inscrit parce que, je peux vous faire la genèse de l'affaire, il y avait l'équilibre sur le plan des provinces. Les Katanga, à l'époque, c'était le président Benoît Luamba. Vous avez vu Essambo pour le compte du Kasaï. Vous avez vu comment il s'appelle, Molima, qui vient d'être éjecté ici. Attendez.
On a fait de manière que la Cour soit équilibrée, que ça soit représentatif par rapport aux 11 anciennes provinces. Et dans les quotas de la province de l'Équateur, à l'époque, c'était le professeur Vundao et Tepemako. Et quand Tepemako est allé au Conseil d'État, Mongoulou est venu. Mongoulou, qui est de l'Équateur, qui a été proposé. Voilà pourquoi aujourd'hui, on demande à la grande province de l'Équateur de proposer. Quand vous parlez avec les parlementaires et les politiques, vous disent c'est comme ça que ça a été décidé. Voilà. C'est, je dirais... Et même dans cette logique-là, le Sénat prendrait la main et puis il proposerait Ngbanda, lui... Non, la question de Serge n'est pas à ce niveau-là. Serge est d'accord que ce soit le Sénat qui propose. Ouais. Mais Serge veut savoir pourquoi M. Bahati veut escamoter la grande majorité, la coutume qui veut que ce soit un représentant venu du Grand Équateur. Voilà. C'est ça la question. Peut-être parce qu'il faut entrer dans les textes et est-ce dans les textes. Bon, si un représentant là vient, mais qui n'est pas de l'odeur de sainteté de Bahati. Donc c'est que Bahati a un intérêt d'avoir quelqu'un qui lui obéit au droit et à l'œil. C'est ça. Mais Serge, il y a aussi une autre réalité. L'odeur de sainteté peut aussi changer chemin faisant. Ici, on a vu beaucoup de gens qui pouvaient aller ensemble et puis après, mais pourquoi on fait trop de soupçons à Bahati comme ça? Est-ce qu'à son âge, tout ce qu'il a connu comme problème de santé, il peut encore demander à être président demain, malgré les assurances qu'il donne à Félix, je ne serai pas candidat, je vais vous soutenir. Pourquoi on soupçonne beaucoup Bahati? Eux-mêmes, ils savent répondre à cette question-là. C'est ça. Non, c'est la politique congolaise. On peut parler des produits pétroliers. On frôle l'asphyxie. Hein. Vous avez lu la lettre du groupement des professionnels de distributeurs des produits pétroliers. Il y a quand même des reproches qu'on fait au gouvernement, les paiements du dernier trimestre 2021, et puis les pétroliers veulent un petit ajustement au niveau de la pompe, mais le gouvernement n'en veut pas. Et les gazoles, c'est fait de plus en plus rare au niveau de la pompe. Les assurances des Boudimbo ne rassurent finalement pas. Hein. Il faut expliquer pour l'opinion qu'ils comprennent bien le cheminement du problème. Il y a aujourd'hui un sérieux problème au niveau mondial. Parce que la Russie, qui est l'un des plus grands producteurs, qui produit à peu près 30% de besoins en hydrocarbures, vit sous embargo des Occidentaux. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que les Français, les Allemands, les Belges, les Anglais, tout ce groupe-là, ils viennent s'approvisionner là où les pays africains s'approvisionnent. Donc on a, et nous, pays africains, et eux, un même point d'approvisionnement. Et là où... on se bouscule au portillon. On se bouscule au portillon, la production n'a pas augmenté. C'est-à-dire, la demande est plus forte que l'offre. Oui. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que nous ne payons pas, ici au Congo, le litre au regard du prix moyen frontalier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moyen frontière, comme on dit. Voilà. En réalité, si on veut appliquer le prix à la litre à la pompe selon la structure de prix... Le prix réel. Le prix réel, il va s'évaluer autour de plus de 4 000 francs. Mais c'est ça que les pétroliers demandent. Attendez. La résolution de subventionner les produits en hydrocarbures ne date pas de M. Félix. Et depuis Mobutu, depuis Kabila, ça on le sait. Et il y a une raison. Et nous ne sommes pas le seul pays en Afrique qui applique cette décision. Parce que si on laisse ça aller, il y aura une répercussion dans tous les domaines de la vie. Le problème avec l'avènement de Félix, selon les pétroliers, c'est qu'il ne paye pas. Il ne paye pas les manques à gagner. Attendez, je vous donne un exemple. Laissez-moi cheminer. Laissez-moi cheminer. Oui. Laissez-moi cheminer. Il ne faut pas désorienter l'opinion. Allez-y. Il y a des dettes. Je ne joue que mon rôle pour vous pousser à livrer absolument. Et moi, je joue mon rôle de communiquer utilement. Ne m'imputez pas la désorientation. Voilà. Je sais ce que je fais sur ce plateau. Voilà. Allez-y, l'émission. À chacun son rôle. Oui, oui. Il y avait des dettes colossaux laissées par l'ancien régime qui ont été épongées, qui sont en train d'être épongées. Mais il se fait que ces dettes qui sont... Donc, le régime passé a laissé des dettes colossales. Absolument. Ça, on ne dit pas assez. Absolument. Et ces dettes sont en train d'être payées au fur et à mesure. Mais malgré ces dettes-là, on apprend qu'on a détourné 16 millions de pétroliers. Non, ça c'est encore une manipulation. Dans la redistribution, quand on calcule ce que l'État doit aux pétroliers, il y avait été institué, et ça depuis l'époque Kabila, ce qu'on appelle redistribution des quotas.
et chaque ministère, parce que c'est composé de plusieurs ministères. Vous avez l'économie, vous avez les finances, vous avez la primature, et chaque entité qui envoyait ses délégués recevait une cotation de ce manque à gagner que le gouvernement paye aux pétroliers. C'est une pratique, je ne sais pas si elle est légale ou illégale, mais c'est une pratique qui a été instituée. Oui, même les chefs étaient en difficulté de dire si c'était légal ou c'est pas légal. Mais c'est important. C'est sur quoi nous devons nous mettre d'accord. Permettez-moi d'éclairer. Kinshasa n'a pas anticipé cette crise. Non. Maintenant, quand vous dites que Kinshasa n'a pas anticipé cette crise, là encore, je veux vous donner un exemple d'un pays qu'on vante ici, le Sénégal. Le Sénégal a connu une semaine d'asphyxie où les volontés clouent au sol. On vante ici le leadership du Sénégal. C'est une bonne parade alors. Hein? C'est pas une parade, c'est la réalité. Merci beaucoup. C'est la réalité parce que le Congo, quoi que l'on dise, on ne peut pas faire face à la concurrence que nous font les pays occidentaux dans l'approvisionnement. L'argent. Mais pourquoi les ministres, pourquoi le gouvernement, je ne vais pas me focaliser sur les ministres, pourquoi la République ne dit pas aux gens que voici les problèmes, voici. C'est à peine qu'il allait en parler, à peine vous en parlez. Il faut dire la vérité que nous avons une dette que nous avons héritée. Au-delà de ça, nous ne savons pas payer, mais aussi, nous ne voulons pas que les prix à la pompe augmentent parce que ça risque d'avoir des répercussions sur le plan social et que les bateaux ne vont plus accoster à la date échue. Justement, je crois que le chef du gouvernement venait de recevoir tous les producteurs, le pétrolier, et que ça va suivre, donc la communication viendra. Mais, encore une fois, il faudrait aller vite pour que la population sente et sache à quoi s'en tenir. Comme ça, il y a moins de remous. Alors, c'est à ça. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de problèmes à régler entre-temps, le prix, l'approvisionnement. L'asphyxie dont on évoque aujourd'hui a été aussi, rappelé par rapport à la partie Est. Il n'y a pas longtemps. Ça qui était juste l'Est, maintenant c'est au niveau de l'Ouest. Or, à l'Ouest, il y a une forte demande. C'est la densité de la population qui est là. Donc, on voit comment résoudre ça. Et nous attendons du gouvernement de communiquer. Et au-delà de la communication... Les bateaux arrivent quand? Ces bateaux-là vont accoster quand? Parce que le ministre... Le temps d'accoster, les déchargements, les transports... Le chef de ce département nous avait rassuré que le stock que le Congo avait par rapport notamment au carburant, il y en avait jusqu'à fin juin. On pouvait tenir. C'est ce que le ministre avait dit autrefois lors du briefing. Donc on attendra que le gouvernement communique et surtout nous apporte des solutions. Mais aussi, pourquoi ne pas, c'est ce que nous sommes en train d'observer d'ailleurs, on est en train de valoriser maintenant la mise en exploitation de nos différents blocs pour voir dans quelle mesure on peut explorer jusqu'à aller à la production. Nous avons le pétrole chez nous. Et bien, généralement, chez nous, on attend seulement pour acheter ailleurs. En 30 secondes, Eric fait bien de le dire, il y a des solutions immédiates. Et je peux vous rassurer que l'argent a été décaissé, que le fournisseur a été appointé, que le bateau est en train de venir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein. Il y a une solution immédiate. Hein. Oui, absolument. Mais dans les solutions, je dirais à long terme. À long terme, nous devons envisager ça aussi. Le ministre Boudimbo, par la volonté du chef de l'État, le gouvernement a décidé que nous exploitions maintenant nos blocs. Très bien. Par exemple, il y a 16 blocs pétroliers qui vont être soumis à l'appel d'offres sur 28 et 29 juillet. Et mais il y a déjà une guerre qui est faite à la République chez nos amis de l'ONG de l'environnement. Je viens d'assister comme vous avez dit en Angola, à la 8e édition de l'APPA. Il est temps de laisser l'Afrique de bénéficier de ces ressources pour se développer. Et d'en disposer. Nous devons nous imposer. Vous imaginez que nous n'exploitions que 4,5% du potentiel que nous avons. Nous devons nous imposer. À 600 pendant que les Émirats font plein. Ils se sont imposés. On ne pollue pas, mais on nous demande, parce qu'on va vous donner 500 millions à la COP22. C'est comme ça que nous sollicitons votre accompagnement dans ce combat. Merci beaucoup Eric, merci beaucoup à Patrick Yalé. Vous savez que pour cet accompagnement, c'est en tout cas sans contrepartie, parce que nous on est habitués à ce que Gaïta Magalano appelle les reportages non payants. Merci à vous, cher Eric. Merci, Serge. Merci à Patrick et à toute l'équipe technique. Madame, messieurs, cette émission est terminée. Nous devons aussi changer nos habitudes. Quand on vous dit il n'y a que des super, ça nous arrange, nous qui avions des véhicules ou des motos à essence. Nous sommes en train de circuler, il n'y a plus d'embouteillage. Vous n'avez pas de gazole. Gardez vos véhicules à la maison. Comme ça, la voie sera fluide. Je pense que à toute crise, il y a toujours une opportunité. Rendez-vous demain, mercredi. Je crois Walter Couille, Diana Père, pas Diana Fils, et Diana Saint-Esprit. Au revoir et bonne évasion sur nos antennes.